Parents, nous pouvons nous sentir démunis dans certaines situations. Nous aimerions trouver soutien, ressources, outils concrets à appliquer. Lorsque nous ne pouvons pas le trouver dans notre entourage, nous utilisons les moyens mis à notre disposition comme Internet. Vous pouvez donc trouver des blogs, des articles, des choses qui aident à mûrir votre pensée et peut-être aussi à trouver des solutions pour vous occuper de votre enfant. Il existe désormais une intelligence artificielle qui est disponible aussi sur l'internet, le chat GPT. Je me suis interrogée sur ce qu'il pouvait donner et je lui ai donc posé 3 questions afin de voir vers quelle ligne il se dirigeait, quelles informations, quels conseils il pouvait donner aux parents. Nous allons donc voir ensemble ce que cela donne et ce que j'en pense. Allons voir cela tout de suite. Nous allons donc voir ensemble ce que l'intelligence artificielle peut nous donner comme information, nous aider dans l'accompagnement de nos enfants. J'ai donc posé quelques questions et puis nous allons les consulter ensemble et en discuter ensuite. Alors, la première que j'ai posée, c'est comment aider mon enfant à s'endormir. Donc, vous avez à l'écran les réponses faites par l'intelligence artificielle. C'est donc des astuces pour aider son enfant à s'endormir. Donc là, on a le conseil de la création d'un rituel, qui, ma foi, est tout à fait intéressant puisque ça permet à l'enfant de s'habituer à comment dirais-je, à une démarche qui va se faire tous les soirs, qui va être donc réassurante et qui permet de passer un agréable moment avec son enfant pour qu'il puisse s'endormir. Vous avez des conseils sur la qualité de l'atmosphère de la chambre, alors assez intéressante, mais je la trouve un petit peu imprécise, c'est-à-dire qu'on aurait pu aller un peu au-delà, et puis à la place de mettre température agréable, déterminer la température de la pièce pour qu'elle soit le plus adaptée possible, entre 18 et 19 degrés. Et puis une lumière tamisée. Alors pour lumière tamisée, je dirais que c'est intéressant, mais en tout cas c'est ce qui est important, ce serait de ne pas avoir une lumière qui soit directement dans trop forte en fait et en direction de l'enfant. Donc peut-être positionner la source de lumière à un autre endroit de la pièce pour que ce soit vraiment tout à fait diffus et pas en relation directe avec l'enfant. Il y a l'indication d'encourager son enfant à exprimer, à parler de ses inquiétudes avant de se coucher. Alors là, c'est assez intéressant, je dirais. Disons que le faire au moment du coucher ou juste avant de s'endormir, je trouve ça un peu particulier. Alors si c'est le seul moment qui est disponible entre le parent et l'enfant, bon ben d'accord. Mais je pense que cette conversation-là, elle peut être faite à un autre moment que juste avant de s'endormir. Mais voilà, à voir comment ça se passe pour vous. La quatrième, proposer à votre enfant une activité relaxante avant le coucher. Donc là, l'intelligence artificielle ne met pas premièrement, deuxièmement, troisièmement, quatrièmement. Donc on ne sait pas trop dans quel ordre il faut faire les choses. Je dirais que l'activité relaxante avant le coucher serait à faire avant le rituel, hein, puisque le rituel marque la fin de la présence du parent. En tout cas, lorsqu'il s'agit d'un endormissement, lorsque l'enfant est seul dans sa chambre et que le parent est dans une autre. Donc oui, une activité relaxante avant le coucher, d'accord, mais pour moi, en tout cas, ce serait avant le rituel. Si votre enfant a du mal à s'endormir, encouragez-le à fermer les yeux et à se détendre sans essayer de forcer le sommeil. Alors, je vois bien l'idée, hein, mais concrètement, sans essayer de forcer le sommeil, ben en fait, si vous obligez votre enfant à fermer les yeux en disant que le sommeil va arriver, ben vous l'obligez en fait
à se forcer au sommeil. Vous ne lui laissez pas la liberté de que les paupières se ferment naturellement au moment où c'est le plus adapté pour lui. Donc je dirais que ce conseil-là pour moi est assez contradictoire. Voilà, j'en aurais ajouté d'autres, hein, bien sûr, mais bon, voilà, c'est en effet des pistes qui sont tout à fait, en tout cas certaines d'entre elles sont intéressantes. D'autres, à mon avis, ne pourront pas avoir l'effet escompté. Alors, comment dirais-je, notable de mon point de vue, c'est que il est important de ne pas mettre trop de pression sur votre enfant et de ne pas le gronder s'il a du mal à s'endormir. Soyez patient et encouragez-le de manière positive et il finira par trouver le sommeil. Alors, mais je trouve que ça ressemble à une prière en fait, un peu comme vous allez, je sais pas, ou un vœu pieux. L'idée, c'est que oui, c'est important de ne pas gronder son enfant parce qu'il y a quand même peu de chances qu'en le grondant, vous parveniez à obtenir quelque chose. Donc c'est chouette de ne pas de le préciser. L'encourager de manière positive, bah, écoutez, oui, ça se fait à tout moment de la journée, même au moment du coucher. Il finira par trouver le sommeil. Alors, dans l'absolu, oui, on finit tous par trouver le sommeil. Maintenant, quand un parent pose la question comment aider mon enfant à s'endormir, c'est qu'on peut supposer qu'il a des difficultés derrière et que s'il en est à taper la question, c'est que bon, il a besoin de solutions un peu plus concrètes. Donc voilà, c'est une première étape. Disons que lorsque le parent pose la question de comment aider mon enfant à s'endormir, il a déjà essayé plein de choses, hein, faut pas se leurrer, il n'en est pas arrivé à poser cette question à Internet et à une intelligence artificielle comme ça sans raison. C'est que peut-être jusqu'à présent son enfant s'endormait naturellement et puis là il y a une difficulté temporaire, soit son enfant ne s'endort jamais correctement et il a besoin de solutions. On voit bien que là, c'est une information qu'on va appeler de type froide, c'est-à-dire que ce sont des éléments qu'on peut lire presque avant d'avoir un enfant. Mais quand l'enfant est présent avec son unicité, eh bien, l'intelligence artificielle est quand même un peu plus limitée à s'adapter aux circonstances. Donc voilà, moi je vais valoriser le fait qu'il confirme qu'il faut encourager de façon positive, qu'il ne faut pas gronder, hein, donc une punition en tout cas n'aurait pas d'intérêt pour obtenir ce que l'on souhaite. Euh, Moi je rajouterais qu'un élément quand même assez important, c'est que si votre enfant n'a pas sommeil, en fait il n'y a aucune chance qu'il s'endorme. C'est-à-dire que là-dessus, enfin voilà, cette information-là, elle ne parle pas du tout des rythmes du sommeil, des trains du sommeil, et qui font que on a tous, tout être humain, à son rythme de sommeil et donc des cycles à respecter, et que si on ne le respecte pas, on peut faire tout ce qu'on veut, le sommeil, si c'est pas l'heure, c'est pas l'heure. Donc voilà, ça manque un peu de mon point de vue de deux sens. Voilà. C'était donc la première question. Voici la deuxième question que j'ai posée donc à ChatGPT. Comment aider mon enfant de 3 ans à devenir continent? Alors, en effet, ma question était assez précise. J'aurais pu dire pour l'entrée à l'école. Peut-être que les réponses de l'IA auraient été différentes. En même temps, je peux essayer. Mais après, j'aurais plus l'information. Bon, donc, je l'essaierai plus tard. Donc, comment aider? Alors, quelques astuces pour aider votre enfant à devenir continent. Fixer des horaires réguliers pour les changements de couche et de toilette. Alors, vous voyez, moi, quand je lis ça, j'ai l'impression qu'on fait du dressage. C'est-à-dire que là, en fait, on ne s'adapte pas à l'enfant et à ses besoins naturels, mais on va plutôt l'inviter à avoir besoin d'aller aux toilettes au moment où nous, on l'a déterminé. Alors, je sais que ça se pratique à l'école, bien sûr, hein, parce que 30 élèves par classe, ça suppose en effet un certain rythme. Maintenant, peut-être qu'il serait intéressant de ne pas le faire à la maison aussi, de mon point de vue. Euh, Lui faire prendre conscience de ses besoins en lui demandant s'il a envie d'aller aux toilettes avant et après chaque repas ou lorsqu'il se réveille le matin. Oui, ça peut être une question que vous pouvez poser à tout moment de la journée et peut-être qu'en effet, ça permettra à l'enfant d'en prendre conscience. Pourquoi pas?
Encouragez-le à essayer d'utiliser les toilettes, même s'il n'est pas encore prêt à y arriver. Alors, vous voyez, rien que dans la phrase, c'est assez compliqué pour moi de la concevoir. Parce que, en fait, s'il n'est pas prêt à y arriver, quel est l'intérêt de l'encourager à essayer? À part le mettre en échec, peut-être un sentiment d'incompétence ou. Ouais, je vois pas. Je vous avoue que là, le troisième, je vois pas trop ce que ça apporte. Félicitez-le à chaque fois qu'il utilise les toilettes de manière indépendante. Alors là, c'est pareil. Peut-être le faire une ou deux fois parce que ça s'est produit à des moments où, en tant que parent, ça vous a bien sauvé la vie. Je sais pas moi, avant une réunion de famille, un événement type mariage, enfin, dans une occasion exceptionnelle. Maintenant, lui dire qu'il a réussi seul, oui, c'est important de lui montrer les progrès qu'il fait. Maintenant, le féliciter, c'est-à-dire le récompenser par une remarque positive, je vous avoue que c'est pareil, je ne saisis pas bien l'intérêt. Là, on n'est plus dans de la motivation intrinsèque, c'est-à-dire c'est lui qui a envie de faire seul et donc il y arrive. Non, là, c'est l'adulte référent qui est à côté et qui dit oh bravo, tu as réussi, continue sur ce chemin, tu fais plaisir à papa, tu fais plaisir à maman en réussissant à aller aux toilettes tout seul. Ben, en fait, là, c'est de la motivation extrinsèque, c'est-à-dire que quand vous allez arrêter de le faire, de le féliciter, ben, il a plus d'intérêt en fait à aller tout seul aux toilettes. Donc pour moi, cette indication-là, elle est au contraire complètement inadaptée, voire clairement contre-productive. Vraiment, je vous y encourage pas du tout, mais pas du tout. Aidez-le à comprendre que les accidents sont normaux, qu'il ne faut pas s'en inquiéter, mais qu'il est important de s'essayer aux toilettes. Alors, déjà, la terminologie accident. Dans le langage courant, un accident a un vrai sens, hein. C'est plutôt en général des accidents de la route ou des accidents, là, bien que ça en tête, mais il y a d'autres. Le fait de faire pipi dans sa culotte et de mouiller ses vêtements ou d'avoir des selles dans ses vêtements, c'est pareil. Enfin, le terme accident, enfin, faut l'enlever de votre langage courant si ça vous est possible, hein. C'est absolument pas un accident, c'est que pour l'instant, il n'a pas su maîtriser son sphincter. Peut-être qu'il a eu une grosse émotion, une difficulté passagère. Bref, voilà, il est en cours d'apprentissage et au niveau des apprentissages, ben voilà, ils sont pas linéaires. C'est pas on réussit tout d'un coup et puis c'est fini. Le principe de l'apprentissage, c'est qu'on fait des erreurs et puis c'est tout. Donc à la rigueur, qualifier ça comme je sais pas quelle terminologie vous pourriez employer, mais bah, cette fois-ci c'est raté quoi. Voilà, c'est tout. Cette fois-ci, ça n'a pas marché, comme dirait notre président. Ça n'a pas marché. Puis ça suffit bien en fait, pas besoin de qualifier le terme accident. Voilà, après ces 5 conseils, vous voyez, il y a une information là, c'est il est également important de ne pas mettre trop de pression sur votre enfant et de ne pas le gronder ou le punir s'il a un accident. Encouragez-le de manière positive et soyez patient car chaque enfant a son propre rythme d'apprentissage de la propreté. Ok. Alors, plein de choses à dire pour moi. De ne pas mettre de pression à son enfant, bah écoutez, je dirais que ce qui serait important, c'est que vous ne viviez pas l'entrée à l'école comme une pression. C'est-à-dire que le fait qu'on vous demande que votre enfant soit continent à l'entrée de première section, petite section maternelle, c'est une pression sociale qu'on exerce sur vous. Bien si vous pouviez éviter de la répercuter sur votre enfant. Peut-être trouver des solutions intermédiaires pour le début d'année. On discute avec l'école pour voir quelle est sa position et jusqu'à quand elle accepte que la continence ne soit pas acquise. En tout cas, à vous préparer à comment faire si jamais la continence menait un peu plus de temps. Je vous rappelle que l'entrée en maternelle se fait pour tout le monde en septembre. Or, nos enfants n'ont pas tous le même âge en septembre, hein. Ça peut être que 2 ans et demi et d'autres plus de 3 ans. Donc les attentes, en fonction du développement de chacun, sont différentes. Donc vraiment s'adapter. Alors ne pas le gronder ou le punir, bah écoutez, ça me paraît pareil, évident, mais c'est chouette que ce soit écrit, hein. Je veux dire que votre enfant fasse pipi dans sa culotte, il y a peu de chances que son objectif
Enfin, son intention première n'est absolument pas de vous embêter, pour être poli. Vraiment, c'est soit des conditions extérieures à lui qui font qu'il n'a pas pu y réussir seul, ou bien tout simplement, je sais pas, moi ça peut être plein de choses en fait. Votre enfant, hein, je veux dire, il se dit pas, tiens, je vais faire pipi dans les culottes juste pour embêter mon père ou ma mère, hein. Bon, c'est déjà projeté sur l'enfant une capacité de raisonnement qu'il n'a pas à cet âge-là. Donc, faut absolument, voilà, votre enfant, voyez en lui une personne en plein développement qui, à l'âge de entre 2 ans et 4 ans, va donc vivre de nombreuses choses. En général, au minimum, changer de mode de garde puisqu'il va se retrouver en école avec des gens inconnus, avec des règles supplémentaires à vivre. Donc bon, si on pouvait éviter de lui en rajouter, ça pourrait être sympa. Parce que là, je vous parle de l'entrée en école, mais bon, si on rajoute à ça l'arrivée d'un petit frère ou d'une petite sœur, un déménagement, une séparation, un décès, enfin voilà, je veux dire, il y a bien assez dans la vie quotidienne pour éviter d'en rajouter. Encouragez-le de manière positive et soyez patient. Parce que chaque enfant a son propre rythme d'apprentissage, donc bah, c'est pareil, hein, c'est un lieu commun. Alors soyez patient, bah, je suis désolée, mais je comprends qu'en tant que parent, on est ras-le-bol de changer les couches, surtout quand on a vu que ça avait marché un peu. Donc non, non, moi je suis en pleine empathie avec vous. Voilà, la patience, vous pouvez l'avoir un certain temps, puis après vous l'avez plus et c'est ok. Voilà. Remettez les couches et puis c'est tout en fait. Préservez-vous parce que en fait la seule chose qui est importante à savoir de mon point de vue, c'est qu'on n'a pas vu d'adolescents porter des couches. Voilà. Donc une fois qu'on sait que les adolescents et les adolescentes ne portent pas de couches, eh bien on peut se dire que notre enfant sera bien continent dans les semaines ou mois à venir. Donc qu'est-ce que c'est que quelques semaines ou quelques mois dans une vie? Voilà, donc si vous pouvez un peu envisager ça sous cette forme, même si j'entends bien les contraintes, hein, et puis toute contrainte, hein, je veux dire les couches ça coûte de l'argent aussi. Apprentissage de la propreté, alors ça c'est pareil, hein, non, on n'apprend pas un enfant à être propre en parlant de continence. Voilà, votre enfant, vous allez lui en transmettre des règles d'hygiène, donc qui vont être de se laver les mains, de bien s'essuyer après être allé aux toilettes, je sais pas moi, plein de choses de ce type. Maintenant, le fait de gérer, d'aller aux toilettes, de se retenir en fait pour pouvoir aller jusqu'aux toilettes, et bien ça c'est pas de la propreté. Ça s'appelle donc la continence et bah voilà, si vous pouviez adopter ce terme, ce serait quand même tout à fait adapté puisque votre enfant n'est pas propre en allant sur les toilettes. Non, ça n'a rien à voir. Il est juste, il réussit à être continent, c'est-à-dire à gérer son déplacement aux toilettes au moment opportun. C'est juste ça. J'ai posé la question différemment. Comment aider son enfant à être continent pour l'entrée à l'école? Pour indiquer que c'est quand même plutôt dans ce cadre de figure que les parents vont chercher des informations sur Internet. Et là, l'intelligence artificielle pardon, a précisé des éléments. Donc là, c'est d'en parler à un médecin ou un pédiatre. Donc ça suppose que le corps médical pourrait vérifier s'il n'y a pas de difficultés pour votre enfant d'ordre médical. Voilà, c'est pas très précis, il n'y a pas de question d'âge, il n'y a pas d'informations complémentaires. C'est très 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 générique, hein. C'est quand même de l'information de type plutôt large, très large. Donc là j'ai posé une nouvelle question. La question est comment gérer les crises de mon enfant? La première réponse c'est rester calme et donc ne pas réagir de manière excessive. Donc oui, 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 le conseil est approprié et intéressant. Maintenant, en fait, l'IA ne suppose, enfin, suppose que vous allez réussir, en fait. À aucun moment, il vous aide à redevenir calme ou à vous extraire de la situation si vous n'êtes pas calme. Donc là, en tout cas, ce qu'il propose, ben, c'est soit vous êtes calme, soit vous êtes calme. Je trouve ça un petit peu limitant. C'est pas très
réaliste par rapport à la vie quotidienne d'un parent, de mon point de vue, mais bon. Bon après voilà, pareil, c'est un lieu commun, hein. Si vous êtes en crise, ça va aggraver la situation. Ouais, je pense que bon, bah, ça intuitivement vous l'avez remarqué. Deuxième, il évoque quand même ce qu'on appelle les besoins physiologiques, donc vérifier si l'enfant a faim, s'il est fatigué, s'il a besoin de votre attention, donc de déterminer quel est le déclencheur de la crise pour pouvoir mieux y répondre. Alors ça, c'est en effet un conseil de mon point de vue tout à fait pertinent. Euh, Après, je dirais que ça, on peut plutôt s'en servir pour éviter les prochaines crises. Mais au moment de la crise elle-même, je pense pas que quand votre enfant est en train de s'énerver, d'hurler à la mort, lui proposer un gâteau ou une pomme, ça va le calmer immédiatement. Mais bon, en tout cas, ça peut fonctionner peut-être à un certain moment, mais je pense pas que sur la durée et sur le nombre de crises, ce soit un mode de fonctionnement tout à fait adapté. Donnez à votre enfant l'espace et le temps dont il a besoin pour se calmer. Oui. Si possible, retirez-vous de la pièce et laissez-le seul pendant un moment. Bah non, non, surtout pas. Non, surtout pas. Donc là, on est bien sur le principe du fameux time out, hein. Donc en gros, euh, c'est la personne qui est en crise qui doit s'exclure de la pièce pour laisser les autres vivre mieux la situation. Pour un adulte, je trouve ça tout à fait pertinent, puisque l'adulte peut concevoir qu'il gêne le reste des personnes présentes. Et puis, voilà, il peut différer son émotion, donc bon, voilà, il a les moyens intellectuels et comment dirais-je, physiques de faire cette démarche, puisqu'il a depuis longtemps vécu des crises émotionnelles. Alors en revanche, quand on parle d'un enfant, le fait de l'exclure de la pièce, on est bien d'accord, hein, c'est bien ça qui se passe, c'est-à-dire qu'on lui dit gentiment, bah écoute, ton attitude n'est pas souhaitable devant nous, donc on t'exclut de la pièce, on lui envoie tout de même le message de ben va-t'en parce que ça nous arrange pas de te voir dans cet état-là. Alors peut-être que l'intention est bonne, hein, en effet, c'est qu'il puisse se calmer tout seul, mais dans un premier temps, en fait, l'enfant il a juste besoin d'une personne en qui il a confiance et qui va être présente pour l'aider dans le fait de se calmer. Il ne sait pas encore comment se calmer et le fait d'avoir une personne référente va l'aider à s'entraîner à se calmer seul. Mais sans outils, sans explication préalable, l'enfant peut juste se sentir humilié et considérer que il n'est pas souhaité, on ne souhaite pas sa présence auprès de nous. Et ça, c'est au niveau de la confiance et l'estime de soi, c'est quand même de mon. Moi, je pense que c'est inadapté. Voilà. Donc, après, l'IA précise que s'il a besoin de vous, l'enfant peut vous appeler. Bon, ben oui, c'est en effet souhaitable tout de même que vous montriez votre disponibilité. Voilà. Offrez à votre enfant des alternatives pour exprimer ses émotions. Alors là, c'est pareil, c'est intéressant, mais ce sont des stratégies qu'on met en place en dehors de la crise. Je veux dire, au moment de la crise, votre enfant, si vous voit arriver avec un coussin pour frapper dedans et que vous ne lui avez jamais expliqué ce qui se passait, peut-être que naturellement ça va fonctionner, mais pour d'autres enfants, ils vont trouver ça complètement inadapté, ils vont pas comprendre et ça pourrait amplifier la crise. Vraiment, tout ce qui est stratégie d'accueil des émotions, ça se voit en dehors des crises, pas au moment des crises. Une fois que votre enfant est calmé, encouragez-le à parler de ce qui s'est passé, de ce qu'il ressent. Bah, là oui, en effet, lorsque tout le monde est au calme, je dis bien tout le monde, hein, que ce soit l'adulte ou l'enfant, que vous êtes dans un moment où l'échange est possible, oui, vous pouvez bien sûr revivre cette expérience et voir ce qui s'est passé pour chacun d'entre vous pour mieux faire pour la prochaine fois en fait, hein. Donc le message important de l'IA, donc qui se situe toujours à la fin des 5 astuces. Il est important de noter que les crises font partie du développement normal des enfants et que tous les enfants y passent. Donc là, il essaie d'être rassurant et de vous dire que voilà, euh, techniquement, tout enfant fait des crises. Donc voilà. Maintenant, il vous explique pas tellement à quel moment il y en a trop ou pas assez et comment ça se passe, mais bon, les crises, c'est dans la norme du développement de l'enfant. Il vous dit pas non plus pourquoi, hein, c'est normal. Mais bon, en tout cas, sachez que si votre enfant fait des crises, tout va bien. En gérant calmement et de manière positive les crises de votre enfant, vous lui montrez que vous êtes là pour lui et que vous pouvez l'aider à gérer ses émotions. Oui,
Moi je rajouterais que si vous commencez par accueillir vos propres émotions et puis que vous mettez en place des stratégies, des fonctionnements pour accueillir les vôtres, ben rien qu'en vous regardant faire, il va aussi apprendre à accueillir ses émotions. Voilà, il n'y a pas que le fait de faire à quelqu'un qui permet l'apprentissage, mais l'imitation est aussi une forme très importante d'apprentissage pour nos enfants. L'intelligence artificielle, le chat GPT, est donc un nouvel outil qui peut permettre d'obtenir des conseils ou des outils. Il s'avère pour l'instant dans une démarche plutôt de première ligne, c'est-à-dire presque les premiers gestes de secours. Il ne cherche pas encore à approfondir votre parentalité. Il n'est pas relié à Internet et pour l'instant ne vous procure pas l'ensemble des ressources disponibles. Il est à noter qu'il se met dans une mouvance plutôt de parentalité peut-être positive, puisqu'il indique dès le départ qu'il ne faut ni punir ni faire de récompense. Par contre, de mon point de vue, il manque d'exemples concrets de ce que vous pouvez faire dans votre quotidien. Donc je vous laisse voir si cet outil peut vous être utile et puis n'hésitez pas à m'indiquer ce que vous en pensez dans les commentaires. À bientôt!